La lecture de romans est une tâche ardue pour plusieurs étudiants, surtout lorsque vient le moment d'annoter le texte qu'on doit lire. Est-ce que je dois surligner ce passage? Est-ce utile de faire toutes ces fiches? Dans cette vidéo, nous aurons les réponses à vos questions. Quand le roman est plate, ouais. Ouais, souvent. Ça m'arrive que je lise puis que je lis un peu comme dans le flou. Je lis mais sans comprendre. Ouais, souvent. Surtout les personnages, des fois, on dirait que j'oublie comme qui. Il parle d'un personnage comme « Oh non, c'était qui lui déjà? » Fait que ouais, ça m'arrive. Des mots inconnus, des mots avancés. Les mots, c'est surtout compliqué pour moi. Des mots que je comprends pas. Rester concentré sur l'histoire et le roman. Parfois, c'est de savoir les changements de temps dans les livres, par exemple en littérature, les changements de temps, d'époque, ces affaires-là, des fois qui est difficile à identifier. C'est soit j'aime pas ce que je lis, donc je le lis juste obligatoirement, donc c'est ça, ou soit j'arrive pas à me concentrer. Quand le livre fait ça des paires, c'est fini pour moi. Bienvenue à cette capsule sur l'annotation des textes narratifs et explicatifs. Elle vous sera très utile lorsque vous aurez à lire un texte, mais que vous ne savez pas comment le faire ou par quoi commencer. En effet, plusieurs étudiants éprouvent de la difficulté à lire un texte tout en restant concentrés. Ce n'est pas une tâche facile. Cette capsule vous servira donc de repère afin de vous orienter dans la bonne direction lorsqu'il est temps de lire un texte ou un roman. Bonne écoute et n'oubliez pas de prendre des notes. Dans cette capsule, nous allons aborder 3 grands thèmes. Tout d'abord, nous verrons ensemble le matériel à avoir pour l'annotation de tout texte confondu. Par la suite, nous irons plus en profondeur dans l'annotation des textes narratifs et explicatifs. Je surligne surtout, puis des coins de page pour essayer de me rappeler de certains éléments, mais des post-it. Des surligneurs puis des post-it. Soit je l'écris à côté sur une feuille ou à l'ordi, je tape vite fait. Passons maintenant au matériel. Vous les connaissez, ces fameux post-it. Bien qu'ils soient jolis et colorés, il ne faut pas en mettre partout dans le roman ou dans le texte. En effet, il faut avant toute chose planifier où et comment on va les placer. Par exemple, on peut décider de mettre des post-it pour des personnages qui reviennent souvent, des lieux importants, des citations intéressantes ou des passages qui vous causent un peu de problème. Mais attention, n'amusez pas des post-it. On peut également utiliser ces post-it en associant la couleur à ce qu'on souhaite annoter. Par exemple, on pourrait décider de mettre un post-it bleu pour les personnages, un vert pour les lieux et un rose pour les citations qui semblent pertinentes. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des surligneurs. Ils servent à mettre en évidence certains passages du texte et à vous guider dans de futurs travaux. Comme avec les post-it, vous pouvez également associer un thème avec une couleur. Par exemple, vous pourriez décider de surligner en jaune les mots qui vous semblent moins familiers et en orange les événements importants. De plus, pour éviter de surligner toute la phrase, essayez de repérer quelques mots-clés. Cela vous aidera à vous en tenir à l'essentiel. Par contre, si vous ne voulez pas annoter directement dans votre roman ou votre texte, vous avez toujours la possibilité d'écrire dans un cahier de notes. En effet, le cahier de notes peut être un excellent outil pour écrire sans gêne ses pensées, ses idées, ses hypothèses et ses interrogations. Le cahier de notes peut prendre la forme d'une feuille lignée ou d'un document Word. Parlons des textes narratifs. Pour bien comprendre un roman ou une nouvelle, il est essentiel de porter attention à sa structure. Cela vous permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur l'histoire, ce qui enrichira votre compréhension. Vous avez probablement déjà entendu parler du schéma narratif, mais rafraîchissons-nous un peu la mémoire. La grande majorité des récits commencent avec la situation initiale, durant laquelle les personnages principaux sont présentés dans leur environnement habituel. L'élément déclencheur survient généralement peu après. C'est ce qui vient perturber l'état de normalité et enclenche le conflit ou la quête. S'ensuivent alors les péripéties, qui sont une série d'événements menant ultimement au dénouement. C'est à ce moment que l'intrigue se démêle enfin et que le lecteur apprend si les personnages vont réussir ou échouer dans leur quête. La situation finale représente les derniers moments du récit, lorsque les personnages reviennent à un état de stabilité. Le schéma actantiel, en revanche, pourrait vous être un peu moins familier, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas aussi compliqué qu'il ne le paraît. En fait, il permet de mieux comprendre les relations entre les personnages. Il y a d'abord le sujet, qui est le personnage principal de l'histoire. La quête du sujet est appelée l'objet. Ainsi, dans le conte du Petit Chaperon Rouge, par exemple, le sujet est le Petit Chaperon Rouge et son objet est de porter un panier de nourriture à sa grand-mère malade. Le destinateur est le personnage ou l'événement qui pousse le héros à l'action et le destinataire est celui qui profite de l'accomplissement de la quête du héros.
Dans l'exemple du petit chaperon rouge, c'est la mère du chaperon rouge qui lui demande de donner le panier à sa grand-mère, et c'est la grand-mère qui profite de la mission de la fillette. Plus tard, à l'arrivée du petit chaperon rouge chez sa grand-mère, le grand méchant loup les avale toutes les deux. Dans le schéma actantiel, le loup serait donc l'opposant. Le chasseur, quant à lui, est l'adjuvant, car il finit par sauver la fillette et sa grand-mère du méchant loup. Si vous avez tendance à oublier les noms et les caractéristiques des personnages, il pourrait vous être utile d'en dresser une liste sur une feuille ou de les surligner au fur et à mesure de votre lecture. Vous pouvez noter les parties du schéma narratif et du schéma actantiel dans la marge du livre, les identifier à l'aide de post-it ou les résumer sur une feuille à part. Cela vous aidera, rappelons-le, à mieux saisir les thèmes et le message du récit. Il pourrait y avoir un ou plusieurs éléments manquants dans le roman ou la nouvelle que vous lisez. Ce n'est pas grave. Il arrive que les auteurs prennent des libertés. De plus, ce n'est pas dramatique si vous n'identifiez pas parfaitement les parties du récit, puisque le but de vos annotations et de vos résumés est de vous aider à comprendre l'histoire. Personne d'autre que vous ne va regarder vos annotations, donc tant que vous vous comprenez et qu'elles vous servent, c'est parfait. Enfin, si vous avez tendance à oublier les noms et les caractéristiques des personnages, il pourrait vous être utile d'en dresser une liste sur une feuille ou de les surligner au fur et à mesure de votre lecture. Vous pourriez même noter les définitions des mots que vous ne comprenez pas, vos réactions spontanées à l'histoire ou un résumé pour chaque chapitre. Bref, appropriez-vous le livre. Prenons une petite pause de la théorie et allons voir ce que les étudiants du Collège de Maisonneuve ont à dire sur le sujet. Peut-être qu'ils auront de bonnes stratégies à nous partager. Entre vous et moi, je n'annote pas toujours. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Maman, c'est ça en général, je vais annoter sur les thèmes, les personnages, les figures de style, etc. J'annote surtout les personnages et comme je disais aussi les époques. Ouais, je surligne ce qui est important, j'écris à côté ce que je comprends pas ou c'est ça. Pas vraiment, je vais juste lire. Je lis souvent une première fois sans rien annoter, puis après ça je refais une autre lecture en annotant, comme ça me permet de vraiment faire une première lecture un peu tête reposée, je dirais, puis après ça vraiment me concentrer sur les détails. Ça va être ça, ça va être annoter, des fois me faire une ligne du temps quand c'est un roman pas linéaire, surtout pour l'école, essayer de remettre tous les événements dans l'ordre. Penchons-nous maintenant sur le cas des textes explicatifs. Un texte explicatif est un texte qui a pour but de nous faire comprendre un phénomène, un événement ou encore une affirmation. Vous lisez sans doute des textes explicatifs dans vos cours d'histoire, d'économie, de mathématiques, de sciences, etc. Cependant, plusieurs personnes éprouvent de la difficulté à déchiffrer ce type de texte. Lorsque nous lisons, il est donc essentiel d'annoter le texte afin de bien en comprendre le contenu. Tout d'abord, avant même de commencer votre lecture, vous pouvez lire le titre et les sous-titres et observer les images, s'il y en a. Ce survol du texte peut vous permettre de mieux vous préparer à sa lecture en vous faisant deviner son contenu. Lors de la lecture, il faut être impliqué. Vous pouvez noter vos interrogations dans la marge s'il y a de la place ou encore les noter sur une autre feuille. Vous pouvez aussi mettre en évidence les mots que vous ne connaissez pas en les soulignant ou en les encerclant. Par la suite, vous pouvez chercher les définitions de ces mots dans un dictionnaire comme le Petit Robert et les retranscrire à côté du mot que vous avez cherché. Le surlignage. Une des stratégies les plus connues consiste à surligner des mots ou des phrases qui résument bien l'idée principale du texte. Cependant, faites bien attention de ne pas surligner l'intégralité du texte, car le surlignement sert à mettre en évidence certains passages. Si vous surlignez le texte en entier, cette stratégie devient inutile. Si le texte contient plusieurs sous-thèmes, vous pouvez utiliser des surligneurs de couleurs différentes et vous faire une légende où vous inscrivez ce que signifie chaque couleur. Dans cet exemple, la personne a bien identifié à quoi correspond chaque couleur. En effet, elle a surligné en vert les passages à propos des conditions de vie difficiles dans les châteaux du Moyen Âge et elle a surligné en bleu les passages concernant les conditions de vie plus agréables. On remarque aussi que la personne a repéré le mot primitif dans la question. Afin de mieux comprendre le texte par la suite, celle-ci a donc écrit la définition du mot sur un post-it. Faire des résumés. Vous pouvez aussi faire des résumés d'1 à 2 phrases de chacun des paragraphes directement sur le texte ou sur une feuille. Vous pouvez les regrouper par thème ou par sous-thème afin de faciliter la relecture de vos notes. Vous pouvez aussi écrire la page où vous avez trouvé l'information afin de faciliter la compréhension. Vous pouvez utiliser des post-it au besoin. Il est maintenant temps d'évaluer votre compréhension. Question 1. Vrai ou faux? N'importe qui doit être capable de comprendre l'annotation du texte que vous lisez. C'est faux. Le but de l'annotation est de vous aider à comprendre le texte.
Ce n'est pas grave si les autres ne comprennent pas vos notes et vos résumés. Ce qui est important, c'est qu'elles vous soient utiles. Question 2. Vrai ou faux? Les péripéties sont une série d'événements qui mènent à la situation finale. C'est faux. Les péripéties mènent au dénouement, soit au moment où l'intrigue se démêle. La situation finale représente les derniers moments du récit. Question 3. Qui profite de la quête du héros? A. Le destinataire. B. Le sujet. C. L'opposant. D. Le destinateur. Ou E. L'adjuvant. Le destinataire est celui qui profite de la quête du héros, qui est le sujet. L'opposant est celui qui nuit au héros et l'adjuvant est celui qui l'aide. Le destinateur donne la quête au héros. Vous êtes maintenant armé de connaissances et prêt à faire face à tous les textes qui croiseront votre chemin. Si vous avez encore des doutes et des interrogations, n'hésitez pas à consulter d'autres plateformes, telles qu'AlloProf, qui sauront répondre à vos questions.